Bonjour, je suis Thomas Deneux. Je vais vous partager quelques réflexions autour du thème matière et esprit, et plus précisément de la question l'esprit est-il réductible à la matière? Cette question s'est posée à moi de manière très forte lorsque j'ai étudié les neurosciences. À la vérité, j'étais même choqué de découvrir que le cerveau y est assimilé à un système dynamique. C'est-à-dire que l'ensemble de nos pensées et actions sont réduites à des équations mathématiques, celles qui modélisent les impulsions électriques dans nos neurones, leur propagation, etc. Je partageais à un ami littéraire mes interrogations. Ainsi, lorsque je pense, c'est simplement un processus matériel d'activité neuronale qui se déroule. Ce n'est pas vraiment moi ou mon esprit qui prend les décisions. Pour lui, la réponse était simple. Mais enfin, Thomas, c'est bien ton esprit qui contrôle tes neurones. Donc pour lui, il y a un esprit immatériel qui est aux commandes. Pourtant, certains résultats scientifiques de manipulation de l'activité des neurones, par exemple, dans le cerveau, montrent au contraire que les activations neuronales peuvent influencer notre pensée. De là se pose un grand nombre de questions. Suis-je vraiment l'auteur de mes actes ? Ou n'est-ce qu'une illusion? Et de manière générale, s'il est manifeste que esprit et matière sont mêlés, est-ce que pour autant, ce que nous appelons esprit est vraiment uniquement un produit de la matière? À vrai dire, ces questions peuvent paraître bien théoriques. Car dans la vie pratique, quand une personne prend une décision, il est un peu vain de se demander si c'est vraiment l'esprit de cette personne qui a pris la décision ou si c'est le mouvement de la matière qui la compose. En tout cas, ce n'est pas une question qui intéresse grand monde. Et c'est pour cela qu'il me semble important, maintenant, de parler de l'intelligence artificielle. Car avec l'IA, on passe d'un questionnement théorique, d'un débat purement philosophique, à une véritable expérimentation pratique. C'est-à-dire qu'au lieu de se demander de manière théorique si l'homme est simplement une machine, on cherche à construire une machine qui va égaler l'homme, et par là prouver bel et bien que l'esprit réduit à la matière. De fait, de nombreux traits de l'esprit sont aujourd'hui tombés, ou vont tomber sous le coup de la mécanisation. Hier, c'était le calcul. Faire réaliser à une machine des calculs, c'était déjà un exploit. Aujourd'hui, c'est le langage, avec les agents conversationnels. Bien sûr, ces agents ne comprennent pas ce qu'ils disent, et imitent simplement les quantités de texte avec lesquels ils ont été entraînés. Mais pour autant, on se rapproche d'une IA généraliste, c'est-à-dire dont le fonctionnement ne se limite pas à une tâche bien délimitée, mais qui sont capables de s'adapter à un grand nombre de situations différentes. Ces agents sont même déjà utilisés dans certaines applications qui permettent d'engager leurs utilisateurs émotionnellement, se présentant comme une présence à l'écoute de leur tracas personnel. Et demain, ce seront des robots intelligents qui pourront se rapprocher encore bien plus d'une expérience concrète et ressentie du monde. Par exemple, développer une véritable peur des dangers, ou avoir une connaissance de ce qu'est la douceur, à la fois au sens physique du toucher, comme au sens psychique de la manière d'être, etc. Aussi, c'est maintenant tout un chacun qui est interpellé par les progrès des IA, et qui en vient à se poser ces questions fondamentales. Jusqu'où ira cette automatisation de la pensée? Existe-t-il ou non un domaine de l'esprit qui résistera, qui restera inatteignable par les machines? L'esprit est-il réductible à la matière? Alors maintenant, en tant que croyant, il me semble bien évident que non, tout n'est pas réductible à des processus matériels, et il existe même un monde spirituel. Parlons de la prière en particulier. Dans la prière, je me place en relation avec un autre qui est de toute façon en dehors de l'espace et du temps, puisqu'il préexistait à l'apparition de cet espace et de ce temps. La communication avec un être non matériel a nécessairement une composante immatérielle, même si bien sûr les pensées, émotions qui vont être suscitées seront matérialisées dans mon système nerveux. Alors bien que je vienne de dire cela, je dois tout de même mentionner que même s'agissant de Dieu ou de la prière, les opinions divergent. En particulier, la vision du monde héritée de Spinoza se voudrait une conciliation entre une description purement matérialiste du monde, d'une part, et l'existence néanmoins d'un fait spirituel d'autre part. Cette vision postule qu'il y a deux niveaux de lecture indépendants. Le monde peut être tout aussi bien interprété à un niveau matériel des processus physiques obéissant aux lois de la nature, qu'il peut être vécu et interprété à un second niveau de lecture, lui spirituel. Dans ce système alors, Dieu lui-même est matériel, et il se confond avec la nature, l'univers, le tout. La prière est alors une forme de connexion entre mon cerveau et l'univers par le biais de lois de la nature d'une grande finesse qui serait encore inconnue aujourd'hui. Cette vision spinoziste est d'ailleurs relativement en phase d'une part avec les connaissances scientifiques et d'autre part avec les aspirations actuelles pour la spiritualité et la nature. Néanmoins, elle ne me paraît pas suffisante. Tout d'abord, elle concilie les représentations matérialistes et spirituelles au moyen d'un postulat qui est que ce sont deux niveaux de lecture d'une même réalité qui en fait n'explique rien concrètement. Ensuite, ce postulat implique que chacun de ces deux niveaux est autosuffisant. Et donc en particulier, s'agissant du niveau matériel, le niveau matérialiste suffirait à expliquer le monde, c'est-à-dire que tout peut néanmoins être réduit au processus matériel. Je ne prétends pas être capable d'expliquer plus, mais je voudrais que nous ne renoncions pas si facilement à notre intuition première, qui est bonne, que nous avons un esprit capable d'animer la matière. La matière, bien sûr, suit des lois,
et est capable d'une très grande autonomie que l'homme exploite dans des proportions de plus en plus impressionnantes. Mais ce mouvement de la matière, s'il n'est pas soutenu par une force spirituelle, est stérile et ne mène nulle part. Au contraire, l'esprit est ce qui vient habiter la matière et lui donner un sens. Il est bien sûr lié, mêlé à cette matière, comme par exemple dans un tableau qui, bien que composé uniquement de matière, continue de rayonner la présence spirituelle de l'artiste qui l'a réalisé. Cette force spirituelle, c'est par exemple la force de caractère des individus ou la force de la croyance d'un peuple que l'on retrouve au cœur d'un grand nombre de créations humaines, qu'elles soient artistiques, architecturales, politiques. Et à contrario, on peut déplorer aujourd'hui un appauvrissement de la créativité ou de la sensibilité dans des œuvres commerciales dont la logique s'appuie sur une répétition mécanisable de ce qui a marché par le passé. Par exemple, certaines franchises au cinéma, certaines créations musicales qui ne sont que la copie d'un style préexistant. Toutes ces œuvres ne donnant pas suffisamment de place à une recherche, à une expression personnelle sincère des artistes. Cet esprit qui anime la matière, il n'est pas forcément facile à défendre face aux arguments implacables de la technologie dont les prouesses ne lassent pas de nous impressionner. Pourtant, en observant bien, on constate que l'absence d'esprit conduit inéluctablement à un appauvrissement. Pour résumer et peut-être élargir mon propos, la science doit ses succès à une vision matérialiste du monde, et les sciences de l'intelligence, neurosciences d'un côté, intelligence artificielle de l'autre, poussent encore plus loin cette vision en prétendant décortiquer les bases physiques de l'esprit humain, puis les copier dans des machines. Le danger est qu'en souscrivant trop vite à cette vision, nous nous transformions nous-mêmes en machines stériles, en nous atrophiant du véritable esprit qui vivifie le monde. Dans ces propos, je n'ai pas pris le temps de chercher à définir formellement matière et esprit. Mais on remarquera que la matière est ce qui se mesure, dont établit des lois, dont on peut prendre le contrôle de manière efficace, et donc qui peut devenir instrument de puissance. Au contraire, l'esprit est insaisissable, il est d'ailleurs délicat de dire s'il appartient purement à l'homme ou si l'homme ne fait qu'adhérer à des forces supérieures, bonnes ou mauvaises qui le traversent, mais le propre de ces forces spirituelles, et à la différence des forces matérielles, serait qu'elles ne peuvent pas être totalement contrôlées. Défendre que l'esprit reste irréductible à la matière, c'est peut-être défendre avant tout une démarche d'ouverture à l'inconnu du monde et à la créativité inspirée, plutôt qu'à la tentation de maîtrise totalitaire.